Le 9 novembre 1913, le lac Huron est l'endroit le plus inhospitalier du monde. Plus qu'une tempête, c'était un véritable enfer. Le Regina, un modeste cargo, et les 22 hommes de son équipage sont prisonniers au milieu d'une terrible tempête. Ce qu'ils croyaient être le passage idéal ne l'était pas du tout en réalité. La tempête cessera pour laisser place à un grand mystère. Au milieu des corps échoués, un membre de l'équipage d'un autre cargo portant un gilet de sauvetage du Regina est retrouvé. Cette nouvelle a laissé les lecteurs des journaux perplexes. Les deux navires se sont-ils percutés au milieu de l'ouragan? 74 ans plus tard, des plongeurs équipés du matériel dernier cri sont envoyés au tréfonds du lac Huron. Nous avons eu la chance de réécrire l'histoire. Avec la ferme intention de découvrir ce qu'il s'est passé lors de ce cauchemar. Bonjour, je suis John Chatterton. Et moi, Mike Norwood. Nous sommes aujourd'hui sur le lac Huron en compagnie de certains amis afin de plonger sur l'épave du Regina. Le Regina était un cargo qui avait pour mission de s'arrêter dans tous les ports situés autour du lac afin de livrer les marchandises dont les habitants avaient besoin pour passer l'hiver. C'était un navire imposant. Il mesurait 76 mètres de long et avait été fabriqué en Écosse par la British Steel, une marque de fiabilité. Avec des vagues de 12 mètres de haut, la tempête de 1913 est la tempête la plus meurtrière que le lac ait connue et au cours de laquelle 8 navires ont disparu. Aujourd'hui, notre invité est Gary Benyicki. Il a fait partie de l'équipe qui a découvert l'épave du Regina en 1986. Salut Gary. Salut les gars, On se rapproche? on y est. Gary, vous êtes venu ici pour la première fois en 1986. Le 1er juillet 1986. Comment avez-vous retrouvé l'épave? Nous avons utilisé un sonar latéral. Celui-là, là-bas? Tout à fait. Vous nous le montrez? Je vais vous montrer comment il fonctionne. Cette boîte de commande électronique envoie un signal au towfish, qui est un transducteur suspendu à un câble que l'on jette à l'eau à l'arrière du bateau. Il analyse le relief du fond du lac, il en fait une photo et renvoie un signal électronique à la boîte de commande qui, elle, renvoie les informations sur l'écran vidéo. Gary, que savez-vous du mystère du naufrage du Regina? La tempête de 1913 et le mystère qui entoure le naufrage du Regina ont fait couler beaucoup d'encre. Mais avant de retrouver l'épave, personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Je vais vous montrer tout ça sur la carte. Gary, montrez-nous où nous sommes et l'endroit où se situe l'épave. Nous sommes environ à 4 km au large des rives du Michigan. Mike et moi devrions y aller. D'accord, Gary? Allons faire tempête. La température ambiante est de 29 degrés. Elle est de 7 degrés au fond du Grand Lac. Voilà pourquoi John et Mike doivent enfiler des combinaisons étanches. Ils vont plonger au nitrox, un mélange gazeux avec une forte teneur en oxygène. John et Mike bénéficient de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la plongée sur épave. Même si une profondeur de 24 mètres peut sembler anodine, comparée aux plongées de plus de 120 mètres que John et Mike ont déjà effectuées par le passé, le risque n'est pas absent. Sans préparation rigoureuse, plonger sur une épave peut s'avérer dangereux, voire fatal. Les voici, à présent, prêts à se rendre au fond du lac. Pour la première fois de leur vie, ils plongent au fond des Grands Lacs. La visibilité est bonne et l'épave du navire est de taille considérable. Les épaves retournées sont particulières car elles désorientent les plongeurs qui ont du mal à trouver le meilleur moyen de les approcher. John et Mike remarquent que le gouvernail est tourné, un indice d'une grande importance. La diversité des objets répandus par ce navire au cours du naufrage est d'un grand intérêt. La cheminée du navire est remarquable. Hélas, nos deux plongeurs ne sont pas là pour le loisir, mais pour découvrir des indices.
L'épave présente une déchirure de 17 mètres de long située sur son flanc. Quelle peut en être l'origine? Elle permet néanmoins d'accéder facilement à l'intérieur. La lumière provenant des hublots crée une atmosphère mystérieuse. Un trou, situé à côté de la quille, témoigne à nouveau des dégâts subis par le cargo. Les ordinateurs de plongée de John et Mike indiquent que le moment est venu de remonter à la surface. Leur visite n'aura pas été sans susciter quelques interrogations. J'ai vu pas mal de choses sur cette épave. L'ancre est toujours au bout de sa chaîne. Pour en savoir plus, nous allons devoir remonter à l'époque de la fabrication du Regina. C'était super. 1907. Le Regina, un cargo de 76 mètres de long, est fabriqué pour naviguer sur les grands lacs ainsi que pour emprunter les canaux et les fleuves qui les relient. Ce modeste navire de commerce transporte des marchandises aussi diverses que du ketchup ou des couvertures goudronnées en provenance des différents ports industriels comme celui de Montréal, qu'il livre aux villes et villages isolés des États du centre du Canada. Qui aurait cru qu'il aurait un jour rendez-vous avec l'histoire? Le Regina était un cargo à vapeur idéalement conçu pour aller dans les ports de taille moyenne. Un navire comme celui-ci pouvait emprunter le système fluvial pour livrer des marchandises dans les ports non reliés au chemin de fer. Samedi. Pour sa dernière traversée, l'équipage du Regina s'apprête à affronter la météo automnale des Grands Lacs, réputée pour son imprévisibilité. Effectuer le dernier voyage de la saison au mois d'octobre ou de novembre comporte toujours un risque. Certaines villes isolées, entièrement bloquées par le froid les 6 mois suivants, dépendent de ces importants chargements. Cette dernière tournée de la saison était très importante. Il n'était même pas pensable de l'annuler. Le dernier chargement a lieu à Sarnia, dans l'Ontario, situé à la pointe sud du lac Huron. Le Regina est chargé de produits de quincaillerie et d'épicerie destinés aux drogueries du nord du pays. La cargaison comprend également des tuyaux de fer, trop longs pour contenir dans les cales. Comme ils ne rentraient pas dans les cales, ils ont dû être placés sur le pont. Le problème, c'est qu'en mettant une quantité aussi importante sur le pont, le centre de gravité du bateau augmente. Je n'aurais jamais fait ça sur un de mes bateaux. On ne peut jamais deviner la violence d'une tempête. Il n'aurait pas dû quitter le port. Edward McConkie, un capitaine ambitieux de 34 ans, est à la barre du Regina. Sa famille attend avec angoisse son retour à la fin de la saison, notamment Eileen, sa fille de 2 ans. Il jouait beaucoup avec nous. On jouait au hockey et on faisait aussi du patin à glace sur le lac. La température ambiante est de 16 degrés et une agréable brise souffle dans l'air. Pourtant, plus au nord, la première tempête de la saison fait rage. C'est incroyable de s'imaginer qu'en quelques heures, une agréable journée puisse donner naissance à la tempête la plus terrible jamais survenue sur les Grands Lacs. Un avis de tempête est publié, mais l'équipage est persuadé que la tempête s'éloigne de leur zone. Plusieurs cargos à vapeur, leurrés par les signes d'amélioration de la météo, dépassent le Regina en direction du lac Huron. Parmi eux, le Charles Price d'une longueur de 153 mètres. Doté d'un équipage de 27 hommes et d'une femme, ses cales sont remplies de charbon. Le capitaine du Regina, Edward McConkie, ne peut pas ne pas noter les autres navires qui le suivent. Je pense qu'en voyant passer le Price, ainsi que le trafic qui n'a pas cessé de la nuit, cela a dû contribuer à l'inciter à partir. Dimanche matin. Le Regina n'est pas conçu pour naviguer sur les océans. Il n'est donc pas contraint d'être doté de télégraphe sans fil.
Une fois le port abandonné, le cargo et les 22 membres de l'équipage se retrouvent coupés du monde, incapables d'être informés sur l'évolution de la tempête et de lancer d'éventuels appels à l'aide. L'après-midi, le temps se dégrade. La plupart des météorologistes pensaient que le front froid venant du nord-ouest se déplacerait, que le vent deviendrait plus violent pendant 5 ou 6 heures. Ils croyaient que la pression commencerait à augmenter, que la situation se calmerait et que tout redeviendrait normal. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Le Regina affronte des vagues et un vent violent. L'équipage attend l'accalmie. Hélas, la tempête se dirige tout droit dans leur direction, ainsi qu'un second ouragan apparu de nulle part. Je ne pense pas que la tempête qui a traversé le sud du pays en 1913 ait été considérée comme une tempête à l'époque. Il n'y avait aucun signe annonciateur jusqu'à ce qu'elle se rapproche des Grands Lacs et que l'influence de la tempête du Nord se fasse sentir. Les deux se sont en quelque sorte mélangés. Beaucoup croyaient qu'elle était terminée et qu'il était plus sûr de s'éloigner des rives. Ils ont été surpris avec la garde baissée. La plupart des bateaux naviguant sur le lac Huron ont mis le cap vers le sud en direction de la rivière Sainte-Claire. Le capitaine McConkie sait que les tuyaux qu'il a embarqués risquent de rendre le Regina instable. Il prend lui aussi la décision de se diriger vers des eaux plus sûres. Il pensait probablement qu'à cause des tuyaux qu'il transportait, il devait naviguer sur des eaux plus calmes. En faisant cela, il a signé l'arrêt de mort du Regina. En faisant demi-tour en direction de la rivière, les cargos mettent le cap à l'endroit précis de la rencontre entre la tempête du nord et celle du sud, où leur puissance va être décuplée. Ce qu'ils croyaient être le passage idéal ne l'était pas du tout en réalité. C'est comme lors d'un combat de boxe, entre deux poids lourds qui encaissent un coup, puis un autre, et encore un autre. C'est finalement l'accumulation des trois qui font le plus de mal. La grande tempête de 1913 est la plus terrible qui ait jamais eu lieu. Elle est différente des tempêtes qui touchent les eaux salées. Les vagues sont plus proches. C'était un ouragan accompagné de violentes bourrasques de neige. Ça a duré des heures entières. Lorsque la nuit est tombée, lorsque le blizzard a commencé à souffler et que ces vents ont atteint 110, 140 km/h, il est devenu impossible au capitaine McConkie de se repérer. La grande tempête de 1913 est la tempête la plus violente jamais produite sur les Grands Lacs. Un blizzard de l'envergure d'un ouragan apparaît comme sorti de nulle part. Parmi les nombreux navires pris au dépourvu, un cargo, le Regina. Progressivement, la visibilité se détériore. Le long des rives, les lumières des phares sont éteintes, y compris celle du bateau-phare, le Huron. Bien qu'il soit solidement ancré, le vent et les vagues font chavirer le navire. Le jeune capitaine du Regina s'est obligatoirement aperçu qu'il était en danger. Luttant contre la tempête, il devait également faire le maximum pour ne pas échouer. Pour cela, il devait connaître sa position. Voilà pourquoi il est fort possible qu'il ait tenté désespérément de repérer l'un des nombreux phares ainsi que le bateau-phare, le Huron, posté près de l'embouchure de la rivière Sainte-Claire. Hélas, celui-ci avait disparu. Le rôle des bateaux phares est important. C'est pour cela qu'ils ont besoin d'une ancre plus robuste que les ancres traditionnelles pour rester immobilisés. Cette pièce de métal d'un poids de 3 tonnes est le genre d'encre qui aurait été nécessaire au Huron pour rester en position. Imaginez la puissance d'une tempête capable de faire dériver un navire comme celui-là et une ancre comme celle-ci vers la rive de l'autre côté du lac. Afin d'en savoir plus sur les bateaux-phares, nous nous sommes rendus au musée du bateau-phare ici à Port-Huron dans le Michigan, où nous avons rencontré Wayne Arnold, conducteur de travaux. Bonjour Wayne. Bonjour John. Qu'est-ce qu'un bateau-phare? Eh bien, c'est un phare flottant généralement utilisé pour faciliter la navigation des navires et les protéger des dangers. Pourquoi ne pas utiliser un phare traditionnel? Les bateaux phares étaient utilisés aux endroits où la construction de phares était impossible. Les éléments naturels ici dans les Grands Lacs, comme la glace et la pression qu'elle exerce, empêchent ce type de réalisation.
Lors de la tempête de 1913, le bateau phare, le Huron, a dérivé, c'est bien ça? Tout à fait. Elle l'a fait dériver à 3 km à l'est et à 3 km au sud. La première chose que fait le capitaine d'un bateau phare à la dérive, lors de mauvais temps, c'est d'éteindre sa lumière, n'est-ce pas? Normalement, mais ce n'est pas ce qu'a fait le capitaine. Il les a laissés fonctionner tout comme ses cornes de brume. Nous essayons de comprendre pourquoi le Regina a coulé. Est-il possible qu'en dérivant, le bateau phare ait joué un rôle dans le naufrage? Non, le bateau phare était à environ une quinzaine de kilomètres au sud du Regina et le cargo ne pouvait pas voir à plus d'une vingtaine de mètres environ au milieu de la tempête et de la neige. Je suis de votre avis, Wayne. Mais avant de partir, pourriez-vous nous montrer les installations? Avec plaisir. Montons dans la timonerie. Donc le rôle du bateau phare est à oublier. En effet. Pourtant, McConkie est toujours au milieu de la tempête, pratiquement dépourvu de toute visibilité. Dans ces conditions, comment peut-il éviter les récifs et d'entrer en collision avec d'autres navires? En fin d'après-midi, le Regina heurte un obstacle. L'équipage redoute le pire. Il a heurté quelque chose, soit un rocher, soit un navire détourné de sa route. Le Regina prend l'eau. Le capitaine McConkie prend la décision de jeter l'ancre. Il est temps d'abandonner le navire. Il ordonne au chef mécanicien Max Orley d'éteindre les machines pour ne pas que les chaudières explosent et permettre à l'équipage de quitter le navire en toute sécurité. Ils ont dû prier plus que jamais, car ils devaient se douter qu'ils ne pourraient pas s'en sortir avec des canots de sauvetage et qu'ils trouveraient probablement la mort ce jour-là. Les habitants du village situé près des rives entendent les sifflements plaintifs du navire lancé comme un cri de détresse. Un appel à l'aide attribué au capitaine McConkie. À ce moment-là, je suis certaine que personne ne pouvait plus sauver mon père. Je n'aime pas repenser à ces derniers moments. Ça a dû être très dur pour lui. Entendre de la rive les signaux de détresse lancés par un navire sachant qu'il n'y a rien à faire doit être une chose terrible à vivre. Les appels à l'aide du Regina ne dureront pas. Le cargo est à présent à la merci des vagues qui atteignent une hauteur de 12 mètres. Dans la soirée, le bateau chavire. C'est la fin. Quelques jours plus tard, le monde entier apprend que 11 navires ont connu le même sort et que 19 autres ont été écrasés contre la rive. Comment ces navires ont-ils pu finir dans les griffes de la tempête la plus violente jamais survenue dans les Grands Lacs? Les corps des marins échoués sur la rive vont révéler un mystère bien étrange. Le Regina a sombré. Quelques membres de son équipage parviennent à monter à bord d'un canot de sauvetage. Hélas, il n'y aura aucun survivant. Peu après la tempête, les corps commencent à échouer sur la rive. Nous sommes à Port-Franks, dans l'État de l'Ontario. John, c'est ici que les corps gelés et les débris du cargo ont fini. Les autorités découvrent ce qui pourrait ressembler à une scène de crime. Elles ont deux énormes tâches à accomplir. Tout d'abord, identifier les corps et ensuite déterminer les raisons du naufrage. C'est juste, Mike. Le problème, c'est que les corps ne proviennent pas d'un seul, mais de deux navires, le Regina et le Charles Price. De plus, le corps d'un membre de l'équipage du Price est retrouvé avec un gilet de sauvetage du Regina. Quel est le lien entre ce dernier et le Charles Price? Se serait-il percuté? Ou l'un serait-il venu porter secours à l'autre? Peut-être la présence des corps de l'équipage des deux navires sur la même plage n'est-elle que le fruit du hasard?
Certains hommes ont été retrouvés enlacés. Il n'y avait là évidemment aucune histoire d'amour. Ils essayaient simplement de se tenir chaud. Tout était bon pour se réchauffer. L'heure du décompte, un corps manque à l'appel. Celui du capitaine McConkie. Quelques jours après la tempête, mes oncles se sont rendus aux différents endroits où des corps avaient été retrouvés. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ont annoncé à ma mère que mon père était toujours porté disparu, ainsi que le Regina. D'autres proches de l'équipage des navires disparus mènent leurs recherches aux différents endroits où des corps ont été déposés. Dans un magasin d'ameublement transformé en maison funéraire, un ancien membre de l'équipage du Price fait une étonnante découverte. Il a identifié le corps de John Groundwater, le chef mécanicien du Price. La confusion s'est emparée de l'homme responsable de cette morgue improvisée, qui était certain que le corps en question avait été découvert avec un gilet de sauvetage du Regina. Rapidement, les journaux se sont orientés sur l'hypothèse selon laquelle le Price et le Regina se seraient percutés. Selon cette version, les deux navires, aveuglés et devenus incontrôlables par la tempête, seraient violemment entrés en collision avant de faire naufrage. Les deux équipages auraient fini dans les eaux glacées du lac, y compris John Groundwater. D'après cette hypothèse, le Price serait arrivé jusqu'au Regina avant que celui-ci ne sombre et aurait eu le temps de lui donner un de ses gilets de sauvetage. Ça tient la route. La zone était très fréquentée et la collision est fort probable. Certaines personnes ne partagent pas cette théorie. Elles pensent que l'un des deux équipages a tenté de secourir son homologue. La preuve existe que la tentative de sauvetage la plus incroyable de toute l'histoire maritime a été tentée. Je crois sérieusement que l'équipage du Price a soit entendu ou vu les signaux de détresse, soit vu les canaux de sauvetage du Regina avec l'équipage à son bord. Il a dû virer de bord, mettre son flanc face aux vagues et finir par chavirer. Ce doit être terrible de voir d'un canot de sauvetage un navire de 150 mètres de long se retourner au-dessus de soi. Selon les historiens contemporains, la réalité aurait été moins glorieuse. Certains opportunistes sont venus sur la rive pour s'emparer des caisses de boîtes de conserve et autres objets échoués. Hélas, il semblerait qu'ils aient également fait les poches des pauvres marins, dérobant même leurs gilets de sauvetage. Lorsque le gouvernement canadien l'a appris, il a menacé toute personne s'étant emparée d'objets provenant du naufrage de lourdes poursuites judiciaires. Quelqu'un a donc dû revenir pour remettre le gilet sur le premier corps qu'il rencontrait afin de s'en débarrasser. Les hommes du Price, tombés à l'eau sans gilet de sauvetage, ont dû tenter de s'en procurer par tous les moyens. Dans ce genre de cas, tout est bon. Même l'usage de la force, c'est chacun pour soi. On les comprend. Pendant presque une semaine, un bateau retourné flotte à la surface. Tout le monde pense qu'il s'agit du Regina. Il s'avère qu'il s'agit du Charles Price. Alors, où est passé le Regina? L'épave du Regina demeure introuvable. Et la grande tempête de 1913 commence à disparaître des mémoires. L'été suivant, le lac Huron est victime d'une nouvelle tempête. Après son passage, le corps d'Edward McConkie, le capitaine du Regina, est retrouvé sur la rive opposée du lac, à l'endroit où 10 membres de son équipage ont déjà été retrouvés. Ça, c'est la région du lac Huron où nous nous trouvons. Là, c'est la zone où est l'épave du Regina que nous avons explorée. Et ici se trouve la rivière Saint-Charles, d'où le Regina a pris le départ. Nous sommes à Port-Francs. Ici, là où les corps des membres de l'équipage ont échoué après la tempête de 1913.
sauf celui du capitaine que l'on n'a retrouvé que l'été suivant, ici, sur la rive du Michigan. Attends un peu, John. Le capitaine a été retrouvé à 50 km de ses hommes 9 mois plus tard? Exactement. Comment cela s'est-il passé? Lorsque le corps de mon grand-père a été retrouvé, cela a été un grand soulagement pour ma famille, qui venait de passer presque 3 saisons sans savoir ce qu'il était devenu. La théorie selon laquelle le capitaine McConkie a sombré avec le navire est probable. Quand on sait la violence que peut engendrer un ouragan, je pense que son corps a dû remonter à la surface pendant la tempête. Le corps du capitaine vient d'être retrouvé. Mais où est son bateau? Depuis plusieurs dizaines d'années, le Regina repose au fond de l'eau, entouré d'un grand mystère. Plusieurs générations plus tard, un groupe de plongeurs déterminés et équipés d'une technologie de pointe plonge au fond du lac dans l'espoir de réécrire l'histoire. Pendant plus de 70 ans, la tombe du Regina a constitué un grand mystère. Dans l'impossibilité d'approcher son épave, personne ne sait s'il a chaviré ou s'il a été victime d'une collision. On ne connaît toujours pas le rôle éventuel du Price. Voilà beaucoup de questions et peu de réponses. C'est une équipe d'hommes compétents et chanceux, équipés du matériel adéquat, qui va nous permettre d'en obtenir. Au milieu des années 80, un pompier de la région et 2 policiers, amoureux des Grands Lacs, n'ont pas encore conscience du rôle important qu'ils sont sur le point de jouer. J'avais été engagé par le propriétaire d'un remorqueur qui avait coulé quelques années auparavant dans la région. Nous devions le retrouver et le remonter à la surface. Munis du sonar latéral de Wayne Broussait, les 3 hommes prennent le large à bord d'un navire emprunté au service du shérif. En partant, je plaisantais en disant que peut-être nous découvririons le Regina. Après avoir immergé le sonar, ils reçoivent un signal dès leur premier passage. De quoi s'agit-il? C'était étrange parce que dès que nous nous sommes approchés de l'épave, le sonar l'a signalé. La cible était très grosse. Elle faisait 2 ou 3 fois la taille du remorqueur que nous recherchions. C'était un peu comme si vous jouiez au loto et que vous remportiez le jackpot du premier coup. À bord, Wayne Broussait est le seul à disposer d'un équipement de plongée. Pour confirmer la présence de leur découverte, ils décident de se jeter à l'eau. J'ai dû utiliser la totalité des bouteilles dont je disposais pour cette plongée. Je suis resté au fond le plus longtemps possible pour voir précisément ce dont il s'agissait. J'ai pensé que le nom du bateau devait être sur la poupe. Alors j'ai nagé jusqu'à l'arrière de l'appareil et j'ai vu de grosses lettres. Quand il est remonté, il a ôté son masque, il m'a regardé, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu as dit qu'on trouverait aujourd'hui ?» John et moi avons souri et avons dit « C'est sûrement le Regina ». J'ai secoué la tête et j'ai dit « C'est ça ». Tout le monde s'est mis à hurler. L'épave du Regina est enfin découverte. La nouvelle se propage à travers la région des Grands Lacs, y compris l'Ontario, Canada, région où habite la fille du capitaine McConkie. C'était une grande surprise. Je ne pensais pas que je vivrais assez longtemps pour voir la découverte du Regina après toutes ces années. Nous savions enfin où mon père avait sombré. Les chanceux plongeurs commencent à prendre conscience de l'ampleur de leur découverte et des responsabilités que cela entraîne. L'épave dévoile certains de ses secrets.
Le premier d'entre eux révèle que les machines étaient à l'arrêt. Le capitaine McConkie les avait probablement coupées afin de mettre les canaux de sauvetage à l'eau. Ce dont je me souviens, c'est que le moteur avait été coupé. Nous en avions déduit que le navire avait été abandonné. Toutefois, la principale question reste sans réponse. La légende est-elle vraie? Le Regina et le Price se sont-ils réellement percutés au cours de la grande tempête de 1913? Le lieu où repose actuellement l'épave du Regina, situé à plus de 20 km de celui de la carcasse du navire qu'il est supposé avoir percuté, constitue un indice majeur. Retrouver le Regina dans une zone aussi éloignée nous a soudain transformés en détectives. Y a-t-il eu une collision ou pas? On sait où se trouve le Price, mais il nous manque l'autre pièce du puzzle. Petit à petit, on assemble des éléments qui ne correspondent pas vraiment à la version officielle. On se dit alors que si l'enquête va à son terme, on peut réécrire l'histoire. Deux imposants navires se sont percutés et l'un d'entre eux a dû subir d'importants dégâts. Personne n'avait jamais envisagé que le Price ait pu être endommagé. En l'absence de traces de collision sur le Price, les plongeurs fouillent le Regina en quête d'indices. L'ancre du cargo constituera une preuve importante. Toujours enfoncée au fond du lac, sa chaîne tendue immobilise toujours l'épave. S'il y avait eu une collision, l'ancre n'aurait pas été jetée. Le cargo aurait directement sombré, il aurait subi plus de dégâts. Il y avait un trou sur le flanc, mais qui ne semblait pas provenir d'un choc. La preuve était faite que la proue n'avait pas été victime d'une collision. Lorsque les flancs de deux navires se touchent, les dégâts ne sont pas aussi graves que ceux provoqués par une proue qui percute le flanc d'un bateau. Aucune des nombreuses hypothèses émises pendant plus de 70 ans n'est valable. Il n'y a eu aucune collision entre le Regina et le Price. Alors, comment le Regina a-t-il sombré? J'ai fait des centaines de plongées sur le Regina. Après avoir rassemblé toutes les informations, toutes les mesures et toutes les photos que nous avions prises, on s'est aperçu qu'il avait été endommagé à la surface. Il avait été brisé en deux. On voyait bien l'endroit où la quille avait cédé. Certains pensent que cette affirmation ne coïncide pas avec d'autres éléments du naufrage, particulièrement depuis que l'on sait que l'équipage a jeté des canots à l'eau. Personne n'en est certain, mais le cargo est resté à la surface un certain temps. S'il y avait eu une brèche, il aurait coulé presque instantanément. Les partisans de cette théorie évoquent un trou plus petit situé à l'avant de l'épave. Lorsque l'on observe le trou sur la coque du Regina, il est évident qu'il provient d'un choc. Pour moi, c'est la preuve qu'il a heurté des récifs. Imaginez un navire de plusieurs tonnes frappé par une vague d'une dizaine de mètres de hauteur qui l'écrase au fond du lac. Difficile de se dire qu'il peut s'en sortir. Alors que les spécialistes débattent sur ce point, d'autres s'interrogent quant à l'avenir de l'épave du Regina et de sa cargaison. Wayne Broussait fera une demande d'autorisation pour la renflouer. C'est l'une des rares fois où nous nous sommes demandé s'il fallait autoriser le renflouage de tous ces objets et quelle était leur valeur historique. Quand nous avons remonté la cargaison, nous avons dû l'entreposer pour que des agents de l'État puissent l'inspecter. Ils avaient le droit de prendre ce qu'ils voulaient. De nombreux musées locaux et nationaux en ont obtenu une bonne partie pour leur collection, ce qui est une bonne chose. La décision de remonter la cargaison du Regina n'est pas du goût de tout le monde.
J'ai arrêté de plonger sur le Regina en 1987. Je n'aimais pas voir ce qu'il en restait. Je savais, pour avoir été gardien de la paix à l'époque, qu'il existait un vide juridique. À partir du moment où les objets n'étaient ni sur l'épave ni à l'intérieur, il était possible de s'en emparer. L'État du Michigan ne pouvait rien faire. J'ai alors pris conscience qu'il fallait protéger l'endroit. Des membres de l'État pensaient qu'il fallait non seulement protéger le Regina, mais également les autres épaves présentes dans la région. Ils se sont donc réunis et ont fait des propositions. L'épave du Regina a été retrouvée. Protégée par l'État du Michigan, elle est devenue un lieu de plongée très fréquenté. Les plongeurs se contentent en général d'observer l'épave de l'extérieur, pouvant ainsi, en cas d'urgence, remonter immédiatement à la surface. En revanche, pour ceux qui pénètrent à l'intérieur de l'épave, c'est une autre paire de manches. Il n'y a rien de plus inquiétant que l'intérieur d'une épave au fond de l'eau. Elles gisent la plupart du temps sur le flanc et sont même parfois totalement retournées. Il est également très facile de s'y perdre. Concernant le matériel, en cas de défaillance de celui-ci, le plongeur doit pouvoir bénéficier d'un soutien, sinon c'est fichu. Les épaves sont souvent très endommagées. Le risque de se retrouver bloqué à l'intérieur ou que celle-ci s'effondre est bel et bien présent. Néanmoins, l'élément le plus dangereux, c'est la base. L'intérieur de l'épave en est généralement recouvert d'une légère couche. Un simple mouvement de palme peut la soulever et empêcher toute visibilité. C'est le noir total. Il s'agit alors de trouver le chemin de la sortie au jugé. Si vous paniquez, c'est fichu. Une seconde d'inattention et il est trop tard. La réalité de ce genre de danger éclate au grand jour lorsque le nom du Regina fait les titres des journaux, 14 ans après la découverte de l'épave. Au mois d'août 2000, avec 2 hommes venant de l'Ohio, nous avons plongé sur le Regina. Ils avaient tous les deux une solide formation. À l'image des nombreux curieux qui viennent plonger sur le Regina, James Coleman et Luke Lolini fréquentent les commerces locaux, en particulier la boutique de plongée, pour bavarder. J'ai vu James et Luke le matin avant de partir. Je leur ai fait un signe de la main en leur souhaitant une bonne journée. Luke s'est retourné et a dit « Elle sera formidable si personne ne meurt ». Ils sont allés dans une partie de l'épave toute petite où il y avait beaucoup de métal déchiqueté. Au moindre contact, d'énormes quantités de rouille se mettaient à flotter. Et au fond de l'épave, le moindre mouvement de palme remuait la vase. Il était impossible de voir ses doigts devant son masque. James et Luke disaient souvent en plaisantant que si l'un d'eux était en danger, l'autre resterait pour mourir à ses côtés. Ils manquaient d'air tous les deux. Luke a réussi à sortir de la salle, mais il n'a pas réussi à aider son compagnon à se dégager. Ils sont morts tous les deux. Quand vous explorez les restes d'un navire à l'intérieur duquel vous savez que des hommes sont morts, eh bien, il est dur de se dire que cette épave a coûté la vie à d'autres hommes. La tombe du Regina est un endroit où les enseignements se paient au prix fort. Afin de connaître la raison précise de son naufrage, John et Mike vont se risquer à effectuer une nouvelle plongée. L'eau est bonne, la journée est idéale. John, on sait pas mal de choses sur le Regina. Pas assez, Michael. Pour connaître la cause du naufrage, nous devons retourner sur l'épave. Les raisons du naufrage demeurent matière à débat. Certains pensent que le Regina s'est séparé en deux lorsqu'il était à la surface, et d'autres lorsqu'il a touché le fond. Il aurait pris la direction de la tempête alors qu'il était déjà endommagé selon d'autres versions.
La plongée initiale de John et de Mike n'a pas permis de trouver d'explication définitive. Les deux hommes privilégient néanmoins une hypothèse qu'ils vont tenter de vérifier. Mike, pour moi, il n'y a qu'un seul scénario possible. Sherlock Holmes a dit, lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable que cela paraisse, doit être la vérité. Nous avons éliminé pas mal d'éléments. Voilà comment je vois les choses. Le Regina lutte pour se frayer un chemin au milieu de la tempête. Il s'approche trop près de la rive et sa quille heurte violemment un récif. Il poursuit sa route et lorsque le capitaine s'aperçoit de la gravité du problème, il décide de jeter l'ancre. Le capitaine a probablement fait fonctionner le sifflet de son navire pour demander de l'aide. Hélas, à cause des conditions météo, aucun secours n'a pu être envoyé. Il ordonne alors à son équipage de mettre les canots de sauvetage à l'eau, dans l'espoir de survivre à la tempête. En vain. Plus tard dans la soirée, le navire sombre avec son capitaine. Afin de prouver ce que nous avançons, nous allons devoir plonger et inspecter de plus près le trou situé près de la quille que nous avions repéré lors de notre première plongée. Nous allons attentivement rechercher tout signe d'échouage. Nous devrions nous équiper d'un matériel vidéo de grande qualité afin d'observer tout cela à la loupe et de savoir si notre théorie est valable. Je te suis, allons-y. Ce genre de plongée nécessite la présence d'un partenaire. Mike reste à bord, contrairement au caméraman qui suivra John. Okay. Pendant sa descente, John se remémore les étapes de sa plongée. Il vérifie également que son matériel fonctionne correctement. En cas d'ennui, soit il résout le problème, soit il remonte à la surface. Au fond du lac, la visibilité est aussi instable que la météo. Aujourd'hui, John a de la chance. Il bénéficie d'une visibilité parfaite. À 24 mètres de profondeur, la lumière de la surface est encore perceptible. John atterrit sur la poupe du navire. Le trou qu'il avait repéré en compagnie de Mike est situé au niveau du 4e panneau de cale, situé à l'avant, à moins de 60 mètres de lui. Il remonte méticuleusement le long de la quille, à la recherche de tout dégât sur la coque. Qu'en penses-tu, John? En revenant ici, on se rend bien compte à quel point le naufrage a dû être violent. Quelle est ta position? Je suis près de la grande déchirure, où une partie de la coque a été arrachée. Je pense que cela s'est produit lorsqu'il a heurté les récifs. As-tu inspecté la partie endommagée que nous avions découvert la dernière fois? Je suis à côté du trou, près de la quille. Vu son contour, on dirait qu'il provient d'un choc contre un rocher. C'est bien ça. Je crois que nous avons notre réponse. Compris, on oublie le reste. Affirmatif, Michael. Alors, qu'en penses-tu, John? Je pense que c'est ça. En regardant bien, ça ne peut pas être autre chose qu'un échouage accidentel. Seul un gros rocher peut être capable d'avoir provoqué un trou aussi important. Je suis prêt pour une nouvelle épave.